Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette émission quotidienne du 24 janvier 2024. Aujourd'hui, le marché est dans le vert, j'ai essayé de le mettre dans la miniature. Donc on va voir si cette hausse qu'on a connue sur cette dernière 24 heures est une réelle hausse ou plutôt un fake. On va essayer de voir autour des news du jour. On va aller regarder les price action du Bitcoin notamment, mais aussi de quelques altcoins pour essayer d'anticiper au mieux ce que le marché va faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de se préparer dans les deux cas, que ça monte ou que ça baisse. On se retrouve directement avec la map des cryptos comme d'habitude où on voit que ici absolument tout est vert, donc c'est une bonne journée pour les cryptos. On voit qu'on a des jolis volumes, 26 milliards et 30 milliards sur Ethereum, c'est pas mal. On a repris la barre des 40 000 $ sur le BTC, c'est assez symbolique, et on est repassé au-dessus. Là on voit Akash qui est en train de pop, Akash qui fait des très bonnes performances. J'en avais acheté à 1 $, c'est actuellement à 2,5 de tête. 2,7, voilà, mais malheureusement j'avais acheté on va dire une toute petite partie de mon portefeuille. Évidemment là je m'en mords les doigts, mais tant pis. On va commencer directement avec les news. On a The Block qui nous fait un article qui parle de Franklin Templeton. Vous vous en souvenez, je vous en ai pas mal parlé parce que sur Twitter, ils sont devenus clairement très très pro-crypto. Ils ont changé leur profile picture, ils parlent que de crypto, ils ont créé un compte que pour les cryptos, etc. Et donc là, Franklin Templeton qui dit que l'ETF spot de Bitcoin va gagner de la traction puisque les conseillers financiers, les conseillers d'investissement tout simplement, commencent à comprendre et à apprendre du Bitcoin. Et c'est clairement ce que je pense depuis tout le temps. Simplement, au fur et à mesure, les gens vont comprendre et apprendre ce qu'est Bitcoin. Mais en plus de ça, même dans, on va dire dans 5, 6, 7 ans, les gens qui n'auront toujours pas appris, parce qu'il y en aura toujours beaucoup qui ne sauront pas ce qu'est Bitcoin, quand votre métier c'est de donner des conseils d'investissement, de placer l'argent des gens, de gérer des actifs tout simplement, et ben vous allez ouvrir un tableau avec les performances de tous les actifs au monde, et vous allez voir que sur les 20 dernières années, l'actif le plus performant au monde, ça va être Bitcoin. Donc même en ne comprenant pas grand chose à ce qu'est Bitcoin dans quelques années, quand vous allez voir votre voisin qui va en acheter, votre voisin, vos voisins, votre concurrent, etc., quand tout le monde va en acheter, vous allez forcément mettre une petite allocation pour Bitcoin, puisque c'est juste mathématique, c'est factuel, ce sera, je pense que je fais le pari que ce sera, encore et toujours, l'actif le plus performant du monde. Donc vous allez forcément allocate au moins 3 ou 4% de votre portefeuille général dans Bitcoin. Et donc là, ça va dans la même direction, c'est ce qu'ils annoncent aussi. Ensuite, on a la prédiction. Donc lui, j'ai l'impression que je le vois tous les 2 semaines, il fait plein de prédictions. Il me semble que généralement elles sont fausses. J'ai pas tenu un record de ses prédictions, mais il me semble que généralement il fait des trucs assez fous et c'est généralement faux. Mais bon, donc là, voilà. Le prix de Bitcoin risque de chuter. Il me semble que c'est le cofondateur de Bitfinex. On va voir, est-ce qu'il précise qui c'est? Non, mais bon, il me semble que voilà, c'est le fondateur d'une plateforme d'échange, je pense. Donc il prédit que le prix du Bitcoin risque de chuter à 30 000 $ en raison d'une forte inflation. Donc 30 000 $, ça me paraît assez loin. Après, pourquoi pas? Vous savez que moi, je suis pas du tout fermé à l'idée que le Bitcoin corrige au niveau des 32 000 $, surtout en niveau weekly. C'est absolument pas aberrant. En fait, une correction à 32 000 $, c'est violent, hein, puisque par rapport au top, c'est un bon moins 30, moins 40%, mais pour le Bitcoin, c'est pas si énorme que ça. Ça permettrait de vraiment purifier le marché, ce serait pas mal. En revanche, lui, il dit, à cause de l'inflation, moi je pense que l'inflation, elle commence de plus en plus à être pricée. Étonnamment, la bourse s'en fout, en fait, du léger rebond de l'inflation, parce que en fait, pour l'instant, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un léger rebond de l'inflation, et on est bien loin de l'état catastrophique qu'on avait il y a un an, où l'inflation était vraiment hors de contrôle, et elle sautait à la gorge de tout le monde. Là, elle est en contrôle, et il y a un léger rebond, mais pour l'instant, rien d'alarmant. Donc voilà. Je pense pas que si Bitcoin doit retourner à 32 000, je pense pas que ce soit que à cause de l'inflation. Ensuite, on a une représentante démocrate aux États-Unis, Maxine Waters, qui invite Meta, anciennement Facebook, à révéler ses réels projets pour la crypto, sous-entendu qu'ils dissimulent leurs réelles intentions. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la demande de mémoire de 5, voilà. Donc ils ont fait 5 demandes de brevets liées aux cryptoactifs au nom de Meta. Meta et Facebook, ils ont un historique assez tumultueux avec l'écosystème des cryptos, hein. Ils ont lancé pas mal de projets, notamment un stablecoin qui a échoué à cause des régulations et probablement à cause d'un manque d'innovation, parce qu'il n'apportait rien. Ensuite, forcément, ils ont fait un rebranding de Facebook to Meta. Après, est-ce que c'était simplement une déclaration d'amour au métaverse, à l'écosystème des cryptos? Non, parce que c'est intervenu à un moment, je pense, où il fallait fallait reset un peu le nom et la marque, l'image de marque, parce que Facebook faisait face à énormément d'accusations, pas pour manipulation de données, je sais pas le mot, mais bon voilà, pour mauvaise utilisation de données, je pense qu'il me semble qu'ils vendaient les données de leurs utilisateurs, qu'ils avaient eu un impact lors
élections présidentielles américaines. Donc ils avaient fait un rebranding et leur rebranding était en méta. Donc ils ont un historique assez tumultueux avec l'écosystème des cryptos, et là apparemment ils ont fait 5 de brevets, c'est assez conséquent hein, pour les cryptos, donc pourquoi pas, peut-être Meta qui veut refaire un projet dans le bull run qui arrive, why not. Après, bon, ils n'ont pas eu un énorme succès, mais ça reste quand même un des 5, un des GAFAM, donc il y aura bien un projet qui va marcher, ça peut être une bonne chose, je pense que ça peut rien apporter de mal à ce qu'ils fassent des projets dans les cryptos, pourquoi pas. Ensuite on a Marc Karpelès, je sais pas comment on le dit, Karpelès, pardon, qui s'apprête, donc c'est l'ancien co-CEO de Mongox. Mongox, évidemment, je n'y étais pas, hein, mais c'était, en gros, c'était l'ancien Binance, c'était le premier Binance. C'était, pour ceux qui ne savent pas, la plus grosse plateforme, le plus gros échangeur de crypto-monnaies, on va dire entre 2013, peut-être 2014 et 2016, parce qu'ils ont subi un hack qui a fait perdre énormément de Bitcoin. Et voilà, en fait, il y a des gens qui ont perdu du Bitcoin et il y a des gens qui n'ont pas pu les retirer depuis 2014-2015. Et donc à l'époque, Bitcoin valait beaucoup moins. Et donc ça, cet article ne traite pas ça. Mais je sais que les Bitcoins qu'ils ont promis pour rembourser leurs clients vont très bientôt être remboursés. Ça fait, je pense, moi ça fait 2 ans et demi que je suis dans la crypto, 2 ans et demi que je suis dans la crypto. Ça fait 2 ans que je le vois passer cette news, mais il y a bien un moment où ça va être vrai, et ils vont rendre leur bitcoin à leurs clients. Et forcément, quand vous avez un bitcoin depuis 7-8 ans, que vous n'avez pas pu vendre, en réalité c'est un peu une bonne chose, parce que du coup vous avez gagné de l'argent sur votre investissement. Vous êtes passé à un bitcoin qui valait quelques centaines de dollars, à un bitcoin qui probablement vaudra, je sais pas, 50-60 000 dollars. Vous allez très probablement vendre, donc même tous les vendre. Donc je pense que ça va faire une assez forte pression vendeuse. Après, cette news, elle faisait peur parce que lorsqu'on était en bear market, on en parlait souvent parce que forcément, en bear market, si les gens ils commençaient à vendre des dizaines de milliers de bitcoins au marché, ça allait faire mal. Dans un bull market, je pense que ça va être une pression vendeuse qui va être facilement avalée, on va dire, par la pression acheteuse des nouveaux arrivants. Et donc bref, tout ça pour dire que cet ancien co-CEO s'apprête à lancer une entreprise qui s'appelle Ungox. Donc le prénom malheureusement fait beaucoup penser à Mongox. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, parce que clairement c'est un mauvais nom, hein, c'est une mauvaise idée. Et pour lancer une agence de notation spécialisée dans les crypto-monnaies. En vrai, pourquoi pas, c'est archi pas bête, je trouve, d'avoir... malheureusement, elles ont une mauvaise image quand on connaît l'histoire, mais comme les agences de notation pour les actions aux États-Unis, par exemple, là-bas c'est un réel business, mais oui, elles ont une mauvaise image parce que la crise des subprimes et tout le désastre que ça engendré, c'est en grande partie à cause de ce genre d'agence de notation, mais en réalité, le business model derrière, il n'est pas si mauvais que ça. Ensuite, je voulais passer sur CoinGecko, simplement, voici le classement des projets dans l'intelligence artificielle. Alors déjà, donc pour CoinGecko, il faut aller dans crypto-monnaie. En haut là, vous allez avoir catégorie. Hop là, et ensuite vous allez arriver ici, pardon. Et l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la 29e plus grosse catégorie. Donc je trouve que c'est archi loin. Et avant, on était encore plus loin, hein. Mais avant, on a plein de catégories, vous pouvez les faire un tour, mais des choses qui n'ont aucun sens. Par rapport à l'IA, parce que moi je pense que l'IA sera la prochaine plus grosse révolution humaine en fait. Il y a eu la révolution industrielle, les smartphones, etc. Et pour moi et pour beaucoup de monde en fait, la prochaine étape ça va simplement être l'intelligence artificielle, et je ne pense pas que l'IA mérite la 29e place lorsqu'on parle d'une catégorie qui va se mêler avec la blockchain. Parce que la crypto c'est la blockchain. Est-ce que la blockchain dessert mieux l'IA ou des tokens à l'image d'Elon Musk? Pour moi, la question est vite répondue, et je pense qu'il n'y a simplement pas de meilleur mariage entre différentes catégories qu'entre l'IA et la blockchain. Donc pour moi, ce classement va être amené à la hausse. On va passer de la 29e pour ma top 5. De 1 et de 2, donc on a BitTensor qui est repassé à la première place. En gros, c'est la guerre entre Render et BitTensor depuis quelques mois. Donc là, BitTensor, on va passer les graphiques, hein, mais qui a pas mal poussé à la hausse, a repris la première place. Akash, on en a parlé tout à l'heure, mais tout simplement pour regarder les market cap et juste s'imaginer voyons le long terme, tu vois, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, pourquoi pas, essayons de voir un peu plus après ce cycle, peut-être pourquoi pas dans 2 cycles, s'il y a un deuxième cycle, voilà, dans 5, 10 ans, est-ce qu'on s'imagine vraiment que la market cap des plus gros projets IA crypto seront aux alentours de quelques milliards? Mais pour moi, il n'y a aucun monde. On a eu Dogecoin qui a tapé les dizaines de milliards au top du bullrun. Les Cardano, les Solana, c'était un parmi énormément de blockchain layer 1 qui ont tapé les 80 milliards, 100 milliards de dollars de market cap
dans le dernier bull run, est-ce que moi j'imagine que dans 5-10 ans, les top projets IA taperont pas au-delà de, comme eux, 80, 90, 100 milliards de market cap? Je pense que c'est impossible. Donc après, il faut évidemment miser sur les bons chevaux. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait hein, avec Bitensor, et aussi Akash, mais Akash c'est plus du dépine comme render. Notamment, on va parler notamment de Bitensor. Moi je pense que, voilà, je pense clairement que le pari et cet investissement me semble tout à fait sain. Et je parle de ça pourquoi, je vous passe le graphique directement, comme ça on aura. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu une question sur mon Telegram, n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description, c'est sympa. De si, en fait, donc d'un viewer qui demandait si Tao était à des bons points d'entrée si on n'en avait toujours pas en portefeuille. Parce qu'il avait raison, il avait dit moi je l'ai acheté à 50$, et c'est là où j'ai mis la majorité de mon portefeuille. Et ben là je suis bien mignon, mais de dire que Tao c'est bien quand je suis déjà à x6, elle est où la plus-value quoi. Et tout simplement, en fait, ça dépend du type d'investisseur que vous êtes. Mais moi, je disais que, bah oui, ça restait un bon point d'entrée, parce qu'on avait eu une énorme correction, on avait eu un moins 50%. Voilà, malheureusement, comparé à il y a 3 jours, bah, on est déjà à un plus 30-35%. Mais si on voit à long terme sur, voilà, on va dire, allez, un cycle, à la fin du cycle, à la fin du bull run, je pense que ça reste évidemment un bon point d'entrée. Et la preuve, c'est que moi, j'en ai racheté juste ici, parce que j'ai vu ce graphique, et simplement, moi, Tao, maintenant, dans mon portefeuille, ça occupe la place d'investissement safe. Après, c'est en fonction de mon profil, parce que j'ai un profil risqué, évidemment. Si le profil le plus risqué dans les cryptos, ben, j'étais que du Bitcoin, tu vois. Donc moi, je n'ai pas de Bitcoin, je n'ai pas d'Ethereum, parce que je cherche plus de performance. Et donc, dans mon profil à moi, dans mon portefeuille à moi, Tao, c'est en première place, et ça occupe le rôle de la crypto, on va dire, une des plus safe, parce que c'est celle qui est le plus capitalisée, et c'est celle dans laquelle j'ai le plus confiance de toutes mes lignes. Donc je pense évidemment que c'est un très bon point d'entrée, et je pense que voilà, dans quelques années, on ira regarder ces prix-là, et franchement, on s'en mordra les doigts, comme je me mords les doigts sur Akash, qui est déjà à x3, par exemple. Ça pour dire que c'est évidemment un bon point d'entrée, en partie à cause de, enfin, grâce à cet argumentaire que je vous ai fait. On est à 2 milliards de market cap, enfin, c'est rien, hein, 2 milliards de market cap, c'est un top de bull run pour l'intelligence artificielle. On est au tout début de cette révolution-là. Enfin, franchement, 2 milliards de market cap, ça me semble vraiment pas grand-chose pour un des leaders du secteur, selon moi. Voilà. On va passer directement maintenant sur Bitcoin. On n'est pas sur le Bitcoin habituel. Est-ce que je l'ai? Là, on est sur le Bitcoin habituel. Hop, on est en daily, alors c'est un peu le bordel, mais je vais vous aider à comprendre simplement. On a le tableau là, c'est tout simplement le retracement de Fibonacci. Donc on a pris toute notre hausse qu'on a connue depuis octobre 2023, et on essaie, c'est un outil qui nous permet de voir jusqu'où le cours peut retracer. Parce que un cours digère tout le temps, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'un marché financier fonctionne. Donc jusqu'où le cours peut fonctionner, peut retracer. De manière générale, le cours retrace entre les 0,5 et les 0,618, qui est le chiffre d'or de Fibo. Et là, on voit qu'on n'y est pas encore arrivé. Or, on a quand même pas mal retracé, donc il y a clairement un monde où on a fini notre retracement et on repart en tendance haussière. Ou alors, moi, c'est ce que je privilégie toujours, c'est qu'on a commencé notre retracement, et ça, c'est une autre théorie graphique, un autre outil qui s'appelle les Elliott Wave. Et donc, Elliott, c'était un des 5 piliers de l'analyse graphique, avec notamment Wyckoff, qu'on utilise pas mal aussi. Je suis clairement moins familier avec les Elliott Wave, mais des énormes bases que j'ai, je sais qu'un retracement se fait en général en 3 parties, parce que les Elliott Wave stipulent que... Ah, je vais un peu plus dans les détails, mais au moins je le fais une fois et ensuite on saura ce qu'on utilise. Lorsqu'on a une impulsion haussière, ça se fait pas en ligne droite, ok? Ça se fait 1, 2, 3, 4, 5 généralement. Il y a toujours des retracements en bull run, comme il y a toujours des pumps en bear market, ok? Ça se passe toujours comme ça. De la même manière, un retracement ne se fait pas en ligne droite, mais un retracement se fait généralement A, B, C, ok? Et là, c'est clairement ce qu'on est en train de faire, selon moi. On a fait notre première A, on connaît un petit pump pour faire la B qui va être attribuée, ok? Et ensuite, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ce que je privilégie, chercher une C entre cette zone des 0,5 et des 0,78 de Fibonacci et au niveau des 37-38 000 $. Pourquoi pas un fake out vers le bas pour vraiment faire paniquer tout le monde, annoncer et faire croire qu'on a lâché le gros support des 38 000 $. Voilà, et tout le monde vend ici, et là, les market makers repartent à la hausse pour tromper tout le monde. Ça me semble pas mal comme scénario, voilà. Et mais c'est ce que je disais dans l'intro. C'est mon scénario de base, oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Et si on part tout de suite à la hausse, et bah c'est à ça que ça sert, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et bah moi par exemple, disons qu'il me reste 100% de mes stablecoins, voilà, en gros X, et bah je vais tout simplement mettre 20%, 25% aujourd'hui, et je vais mettre 20% de tous les stablecoins qui me restent dans les nouveaux dossiers qui ont énormément retracé. Space, alors route, j'ai un peu dit que je suis pas si fan que ça, mais notamment Space, je vais charger, voilà, peut-être 10-15% de tous mes stablecoins.
Et ensuite, comme ça, dans le cas où j'ai raison, et ben on va dans cette zone-là, et ben là je vais remettre encore une grosse cartouche de stablecoin. Et ensuite, si on repart, et ben j'ai quand même bien rechargé et j'aurais profité de cette baisse, voilà, tout simplement. Je voulais vous passer le Chicago Mercantile Exchange. Le CME, c'est quoi? C'est simplement le contrat futur des institutionnels. En fait, on voit que c'était assez intéressant parce qu'on a comblé un gap. Donc, c'est quoi un gap? C'est généralement quelque chose en bourse. C'est simplement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tradé en bourse. Donc, c'est fermé le week-end, ok? Donc, nous, on n'a pas le plus en crypto, mais ça, c'est fermé le week-end. Et donc, le vendredi soir, on a clôturé au prix qui est ici. Et le week-end, il y a eu des variations. Et le cours du Bitcoin s'est retrouvé ici. Donc, ici, on a créé un gap. Et généralement, 9 gaps sur 10, j'ai plus le chiffre exact, mais en gros c'est ça, 9 gaps sur 10 vient se faire combler. Donc là c'est exactement ce qu'on est venu faire, on est venu combler le gap, et donc ça c'est un argument assez bullish moyen terme, ok? Parce qu'on a comblé le gap, vous voyez, maintenant on a fait notre business, maintenant on peut repartir à la hausse en toute tranquillité. De manière générale, on a un gap, du coup ce qui reste, un gap sur 9 ou un gap sur 10, qui est ce qu'on appelle un gap de rupture, ok? Donc là, par exemple, pareil, on est venu faire un gap, on est venu le combler directement, vous voyez, la bougie, elle n'a servi qu'à ça. Ensuite, on va partir à la baisse. Un gap de rupture, c'est un gap sur 8. Donc en fait, on va jamais venir combler. Chou, mais il est où mon gap? J'ai l'air malin là. Il est là mon gap, c'est un gap qu'on va jamais venir combler et ça va s'appeler un gap de rupture en fait. Donc quand on est en tendance baissière, ou voilà, et ben, tout simplement là, il y a de grandes chances qu'on revienne jamais autour des 20 000 $. Et donc ça fait un gap sur 8. Okay, ensuite je voulais vous passer d'autres altcoins, je vais pas le faire parce que la vidéo est longue malheureusement. Juste Kaspa, assez intéressant. Kaspa, on est en train de breakout en dessous de cette trendline. Moi j'avais dit que ça allait agir comme un gros support. Faut voir en weekly ce que ça va donner. Mais pour l'instant en daily, on a clôturé en dessous. Et là on est en train de faire un magnifique pullback et en train de la confirmer comme grosse résistance. Donc c'est plutôt bearish pour Kaspa. Moi ça m'arrange, hein, je pourrais en racheter, c'est un projet que j'adore évidemment. Et je suis très confiant sur Kaspa dans le long terme. Mais voilà, donc assez bearish sur Kaspa niveau graphique. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous sors une vidéo tout à l'heure sur Space, où je vais une vidéo assez simple, hein, ça va être assez light, pas comme les anciens dossiers que j'aurais sortis, où je vais essayer d'énumérer les raisons de est-ce que j'achète ou j'achète pas, et je vais tout simplement essayer de vous présenter le projet pour que vous puissiez prendre votre décision à votre tour. Sur cette jolie map, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.